débarquez dans notre petit théâtre. Bienvenue pour ce tout dernier débat sur les Restos du Cœur. Invité Cynthia Simpson, bonsoir. Bonsoir. Présidente de l'SBL Solidarité Grand Froid. Et merci d'être là parce qu'on vient de l'apprendre, vous êtes tombée cet après-midi. Vous êtes une femme courageuse, merci, Merci. d'être là. Geoffroy Commence de Brachène, député bruxellois et maire, bonsoir. Bonsoir. Et à côté de vous, Gladys Casadi, députée bruxelloise des Engagés. Bonsoir. Et Bonsoir. toujours avec nous, Maxime Albanese, éleveur, que vous avez déjà vu dans la première partie. Il est resté parce qu'il a aussi des choses à dire. Alors, bon, de plus en plus de besoins de repas. Et on se demande d'ailleurs, Saskia, si ces Restos du Cœur vont tenir par les temps qui courent. Oui, Pascal. Alors, on va rappeler quand même que les Restos du Cœur ont été fondés en 1985 par Coluche pour lutter contre la pauvreté. 38 ans plus tard, les 20 Restos du Cœur de Belgique continuent toujours à se mobiliser pour lutter contre la précarité. Mais c'est vrai, voilà, Pascal, que depuis la crise énergétique, le nombre de personnes touchées par la précarité augmente, elle, de jour en jour. De plus en plus de personnes poussent les portes des Restos du Cœur. Et les victuales, par contre, elles commencent à manquer. La Fédération des Restos du Cœur de Belgique avait déjà tiré la sonnette d'alarme en octobre dernier. Ils avaient annoncé un triste record. 20% de repas ont été servis en plus au Restos du Cœur en 2023. En 9 mois, ils ont distribué plus de 1,18 million de repas et de colis. C'est soit plus qu'au cours de toute l'année 2020 et bien plus qu'en 2019, quasi moitié moins en 2019. Et pourtant, selon la Fédération, la nourriture récoltée, elle, par contre, baisse. Les invendus alimentaires ont diminué de 19% après le Covid. Une situation qui est donc compliquée et dont on parle aujourd'hui parce que c'est vraiment un enjeu de société, parce que ça ne concerne pas seulement les Restos du Cœur, mais ça concerne aussi beaucoup d'associations, Pascal. Oui, alors, David Joumot, vous êtes parrain des Restos du Cœur. Oui. Comment se fait-il finalement qu'il y ait de plus en plus de demandes et de moins en moins de nourriture à récolter? Est-ce qu'il y a une explication? Mais déjà, on est en récession, il va vous le dire. On est vraiment en récession à ce niveau-là. Donc, automatiquement, comme c'est la récession, les coûts sont beaucoup plus chers. Eux gagnent moins et les autres gagnent plus. Et en même temps, les gens se nourrissent moins bien. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, en tant que parrains, et quand je dis parrain, moi, je suis un parrain bénévole. Donc, je fais partie de tous les bénévoles qui nous soutiennent à chaque fois et qui sont super précieux. Sinon, on est d'accord. On est d'accord, Non, on est mais d'accord. c'est important. Oui, mais ça, moi, je n'en doutais pas. Non, mais vraiment, les bénévoles en général sont super importants dans les associations et tout ça, parce que c'est eux, je vais dire, les bras, c'est eux, décharger, c'est eux. Et donc, par rapport à la nourriture, ce qui est très important, c'est que on organise des choses, justement, pour pouvoir payer de la nourriture. On organise, en tant que parrain... Des choses qui n'ont rien à voir. Qui n'ont des rien à espèces voir. de fiesta qui rapportent. Voilà, comme on peut faire un dîner de foot qui va rapporter au club, eh bien, nous, on organise des choses pour justement Mais pourquoi est-ce alimenter... qu'il y a moins d'invendus? Alors, c'est pas... Ou bien est-ce qu'ils sont mal récoltés? Je ne sais pas. Non. Parce que souvent, on voit des trucs qui restent. Si tout ce qui restait parvenait à des Restos du Cœur, à mon avis, ça marcherait mieux. Avec tout ce qui resterait, bon, on pourrait nourrir tout le monde. Hein. Oui. Mais, Pourquoi ça ne marche pas alors? Mais avec l'Europe, on peut nourrir le monde entier. Oui, mais moi je parle dans les Faut magasins, savoir ça. ici, tout ce qui se passe en Belgique, tout ce qu'on ne parvient pas à vendre et qu'on jette. Alors, on ne jette pas. On va chercher les éléments. Bon, maintenant, avec l'AFSCA et tout ça, et tu vas être d'accord avec moi, on a des camions réfrigérés, alors qu'avant, on était avec des box en frigolit. Les règles sont strictes. Maintenant, on a des règles qui sont strictes. Donc, il y a des choses qu'on ne pouvait plus faire, qu'on peut refaire maintenant, parce qu'on a dû investir. Donc, qui dit investir, il faut savoir que les Restos du Cœur sont complètement... ils n'ont pas de subvention. Ce sont des bénévoles, ce sont des gens, par exemple. Moi, je sais bien, Deleuze, donc Courcelles, à chaque fois que je l'appelle, je lui dis, écoute, on est dans une zone rouge. Il me dit, David, je vous envoie, pas moi, je vous envoie 3 à 5 tonnes de pâtes. Et heureusement qu'on a encore des garçons comme... Et toutes les grandes surfaces le font? Il y a beaucoup de grandes surfaces qui le font et d'autres qui ne le font plus. Cynthia Simpson. Oui. Oui, il y en a... donc, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec David, mais il y a beaucoup de grandes surfaces qui ne le font plus. Voilà. Malheureusement, il y a des règles d'hygiène. des règles d'hygiène extrêmement strictes. Et malheureusement, c'est nous, les associations, que ce soit les Restos du Cœur ou d'autres associations, qui en souffront le plus. Oui. Et il faut encore ajouter qu'on n'a pas toujours... Si quelques magasins nous appellent, on n'a pas non plus l'infrastructure pour aller chercher directement et rapidement pour que ça reste dans la ligne de frais. C'est ça aussi.
Mais Saskia, si l'État faisait bien son boulot, si j'ose dire, il n'y aurait pas besoin de toutes ces associations. Et là, on va interpeller les politiques. Oui, c'est une question qui revient souvent. Les associations et organisations jouent un rôle essentiel pour sensibiliser le public à la pauvreté, pour aider les personnes dans le besoin et en grande précarité. Mais l'État doit-il en faire plus pour aider justement sa population qui a du mal à s'en sortir? Notre journaliste, justement, Linia Trignac, a rencontré ce matin Christine Mailly, la secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et pour elle, le monde politique doit se demander ce qu'il peut faire pour aider davantage les personnes dans le besoin. Écoutez. Une société ne peut pas se satisfaire et le monde politique ne peut pas se satisfaire de résoudre les problèmes à travers des restos du cœur, des colis alimentaires, des épiceries sociales et tout ça. Il doit se demander, tiens, qu'est-ce que j'ai raté qui font que les gens ne bénéficient pas d'assez de droits pour pouvoir assumer tout ça véritablement, et qu'est-ce que je rate avec mes services publics et avec le monde associatif pour que les travailleurs n'aient plus nécessairement cette disponibilité aux gens ou la capacité d'aller proactivement les rencontrer. Et alors, je peux dire quelque chose vite Allez-y, fait, David. j'enchaîne directement. Allez-y, Non, mais j'enchaîne directement pour expliquer par rapport à ceci. Il faut savoir que les personnes maintenant qui sont au Resto du Cœur sont habillées comme toi, sont coiffés comme toi. Pareil. Donc, il y a eu des problèmes avec le Covid. Les deux parents étaient indépendants, avec des maisons à crédit. Tout ce qui était un crédit... Une nouvelle pauvreté. Tout ce qui était en location, ils ont dû payer, se sont saignés. Et il y a encore des personnes qui sont encore dans la merde maintenant. Alors, quand on voit, messieurs, dames, quand on voit l'abondance des biens dans nos petits grands magasins, toutes les marques, tous les choix, on a des choix entre 22 marques de pâtes, de pommes, de poires. C'est une fracture terrible, je veux dire terrifiante, peut-être même à nous rendre honteux. Et donc, je pose la question politique, pourquoi est-ce que ce n'est pas une priorité politique? Et je vous pose la question à tous les deux. Honneur aux femmes. À l'engagé. À l'engagé. Mais en fait, ça devrait être une priorité politique. Aujourd'hui, et vous l'avez évoqué, on est face à une baisse du pouvoir d'achat, on est face à une inflation qui a eu pour conséquence, également via la crise également du Covid que l'on a connue, un accroissement de la pauvreté au sein de la population et qui touche un public qu'on n'avait pas l'habitude de voir se tourner vers ces structures, des familles monoparentales, des ménages précarisés, même les aînés. C'est pour manger. Donc c'est le besoin le plus évident, le plus vital. Le plus élémentaire. Et pour les petits, parce que beaucoup maintenant, les mamans qui sont toutes seules et qui ont 2, 3 ou 4 enfants, c'est vraiment un problème, je vous l'assure. Je laisse continuer, chérie, mais c'est pas ce que je devais dire. Oui. Non, je suis totalement d'accord avec... C'est la faille de l'État. La faille de quoi? La faille d'un manque de prévention à ce niveau-là aussi, parce qu'on n'a pas agi de manière préventive, en tout cas pas suffisamment. Il faut pouvoir avoir des réponses sociales, économiques, fiscales, pour pouvoir agir à ce niveau-là. Et ça, on très attend. large, hein. Oui, mais on a eu tendance. Moi, je fais partie un peu de cette nouvelle génération qui est en train de voir aussi comment les choses se passent. Je constate qu'en fait, le politique a tendance à attendre que le problème se pose pour pouvoir agir. Qu'est-ce que vous entendez par prévention concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau, par exemple, social, de pouvoir notamment augmenter ça peut passer par l'augmentation des allocations sociales. Au niveau fiscal, d'avoir une fiscalité plus juste. Au niveau économique, aussi de pouvoir agir à ce niveau-là. Et donc, c'est tous ces leviers. En fait, il faut des politiques transversales. Il n'y a pas qu'une seule réponse. Donc, il faut creuser le déficit budgétaire, si je vous suis. Tout en étant responsable au niveau du budget. Il y a des choix politiques qui doivent être posés. La question de la pauvreté est un lien, on parlait de bien-être tout à l'heure, est lié au bien-être. Ça doit être une priorité. Alors, monsieur Comance de Brachène, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une priorité politique, parce que c'est vrai, avoir des gens qui doivent aller dans des restos du cœur parce qu'ils n'ont pas quelques euros pour se nourrir ou notre famille, dans notre société, c'est quand même... Alors moi, je viens d'une commune qui est la ville de Bruxelles. Et je voudrais quand même le dire ici, le CPS de la ville de Bruxelles, c'est pas moins de 400 millions d'euros par an. 400 millions par an. Et malgré ça, c'est pas assez. Et néanmoins, parce que c'est important de le préciser, la précarité en région de Bruxelles-Capitale a triplé, je dis bien triplé, en l'espace de 15 ans. Nous étions dans l'opposition, mais on a constaté les choses. Et c'est une situation déplorable. Aujourd'hui, nous ne devons pas uniquement gérer la précarité en rue, mais nous devons les amener vers un schéma pour retourner vers quelque chose de plus acceptable. Le but n'est pas simplement de maintenir ces gens à la rue.
ça n'est pas possible. On ne peut pas décemment se dire que, et on a vécu une période de très grand froid ces derniers jours, parfois moins 10, on entendait moins 20 ressentis. Moi, je suis consterné quand je vois que certains politiques assumaient, et j'ai encore une réponse du bourgmestre il y a quelques jours à peine, me disant « j'assume, j'ai laissé des personnes dans la rue à tel endroit ». Il savait qu'il y avait un squat, ces gens allaient vivre à moins 10 degrés et il avait choisi de ne pas agir. Je rappelle que la ville de Bruxelles, c'est non seulement un CPS, c'est aussi une team, la team Ersham, qui fait partie de la zone de police, Bruxelles Capitale XL, mais c'est aussi vous voulez dire quoi par là un lien direct avec le SAMU social. Vous voulez dire quoi par là Pourquoi est-ce que malgré ces moyens, on n'agit pas et pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir de l'associatif qui vient rajouter des rustines? Heureusement qu'on a des associations. Mais c'est la question que je pose, pourquoi aujourd'hui, je pense que les structures publiques sont trop lourdes. Et d'ailleurs, souvent, au sein de ces structures publiques, on crée des petites structures plus légères, plus mobiles, pour permettre réellement d'être efficace sur le terrain. C'est aujourd'hui, on voit que ça n'est pas efficace. Et heureusement qu'il y a des associations comme ça. Maxime Albanese, et bon, vous qui êtes un éleveur, donc qui font de bons produits, etc., quand vous voyez ça vous fend le cœur. Oui, c'est vraiment un crève-cœur de voir qu'il y a une production de qualité chez nous et qu'elle n'est pas accessible pour tout le monde. Oui. Et nous, de notre côté, on voit des productions en termes de tonnage énormes. Un champ de pommes de terre produit 50 tonnes de pommes de terre sur un hectare. Donc, c'est vraiment des quantités qui pourraient nourrir un tas de personnes. Et de voir qu'elle n'est pas accessible à beaucoup de personnes précarisées, c'est vraiment super interpellant de notre côté. Et je soutiens totalement les associations qui devraient évidemment être beaucoup plus soutenues. Et encore autre chose par rapport à ça, parce que je côtoie, moi, les gens. Je vois des mamans avec 6 enfants. Donc, au début, une fois qu'il y avait le champ qui était labouré, qu'on prenait les pommes de terre, on allait chercher les grenailles. Mais maintenant, on ne peut plus. On se fait engueuler. Ah oui, c'était en septembre, je crois. On peut revenir. C'est tout à fait autorisé et c'est même encouragé. C'est en septembre. Oui, c'est ça. Ça, on le fait parce que c'est nécessaire. Mais comme je dis, on retourne à sabot. Hein. Oui. Madame Simpson, les failles de l'État, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces failles diminuent ? Et pour que vous ne soyez pas obligé de multiplier ce type d'association, même si c'est finalement quelque chose d'extraordinaire. Mais enfin bon, c'est un peu comme le Télévis. Hein. Si des tas de chercheurs pour le cancer existent, c'est grâce à l'opération Télévis. C'est parce que l'État ne peut pas aller engager 200 ou 250 chercheurs, alors que c'est une urgence merveilleuse. Moi, pour répondre à cette question, c'est s'il vous plaît. Bon, il y a beaucoup d'associations. Il y a des associations qui sont aidées par l'État, telles que le SAMU social, mais qui viennent quand même se fournir chez nous. Ah bon? Ah oui. Ils ont un énorme budget et ces associations viennent quand même chez nous. Nous, ça, on a... Ça. Ah oui, c'est assez troublant, effectivement. Et j'ai d'autres exemples. Mais ce qui est plus troublant et ce qui pourrait faciliter notre travail, c'est la diminution des papiers, enfin, tout ce qui est administratif. Attendez, ça, je ne comprends pas. Ah oui, vous vous rendez compte que nous, on est dans notre 10e année d'ASBL, on est tous bénévoles. On nous demande d'avoir un psychologue, une assistante sociale, une ou un, et un éducateur pour pouvoir jouir d'un agrément et d'une toute petite aide. Ça, et comment voulez-vous? Et le temps de rentrer les dossiers, ça prend 2 ans. La procédure est très longue. Alors, comment voulez-vous que nous, Solidarité Grand Foie, nous engagions ces 3 personnes, attendions que la subvention arrive, donc on perd un temps fou. Donc on travaille sans argent. Et on travaille pour aider d'autres associations qui, elles, sont subventionnées. Alors, à un moment donné, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi non plus. Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et ça, c'est déjà une chose que l'État pourrait entendre et faire pour aider les associations, un peu nous soulager. Madame Casadi, vous entendez, c'est encore une fois la bureaucratie, c'est la même chose que pour les agriculteurs. Mais oui, cette lourdeur administrative, et l'on rejoint également le combat des agriculteurs. Il faut pouvoir faciliter la vie ici des associations qui en plus agissent dans l'urgence, parce qu'on est face à des personnes qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal, notamment au niveau des Restos du Cœur, à être accompagnées dans les démarches qu'ils doivent faire. On doit pouvoir aider les associations, que ce soit au niveau financier, mais également au niveau administratif. Et nous, c'est un combat qu'on a décidé de porter chez les engagés.
les associations doivent être vues comme étant complémentaires au travail de l'État. Et donc, on doit faire notre part en tant que gouvernement, État, autorité, pour pouvoir vraiment permettre aux associations de pouvoir agir au mieux. Surtout qu'à côté, en fait, du fait simplement de compenser les failles de l'État, derrière, il y a également un dévouement dans l'action qui est posée, une flexibilité qu'on ne retrouve pas, en fait, au niveau du cadre institutionnel. Oui, M. Blachen. Mais de nouveau, on peut faire beaucoup plus. Mais moi, je souhaite souligner le travail des associations qui font un travail considérable, justement, sans l'aide des pouvoirs publics. Et je vais prendre un autre exemple, si vous me le permettez, c'est l'opération Thermos, qui est bien connue, qui se passe dans le centre-ville, autour de la gare centrale. Jusqu'à hier, c'était ma collègue, enfin elle est toujours ma collègue, mais elle vient de démissionner du conseil communal. Pendant près de 12 ans, elle a été conseillère communale libérale à la ville et a porté ce travail avec toute une série de bénévoles. C'est le travail de quasiment uniquement des bénévoles. C'est un travail considérable et c'est dommage aujourd'hui qu'on en soit obligé, que ce soit encore des associations qui fassent ce travail en lieu et place des pouvoirs publics. À l'époque, on se souvient, Coluche avait très bien dit, j'espère que c'est pour un ou deux hivers. Aujourd'hui, on est presque 40 ans après, et c'est une situation pire que jamais. Vos Restos du Cœur, ils sont vraiment en danger pour le moment? Tout le monde est en danger. C'est pas que les Restos du Cœur, c'est la population qui est en danger. Oui, d'accord. Mais bon, donc, là, on parle des Restos du Cœur. Hein. Oui, mais quand je dis ça, c'est... Est-ce que vous allez devoir fermer boutique? Non, justement. On va continuer à se battre, on va continuer à mettre des opérations en place, comme ici, il y a encore une marche qui va se faire. Il y a eu donc un nouvel an du cœur qui s'est fait pour le Resto de Mons, il y a eu 3 500 €. Nous, avec les Restos du Rire, c'est pour ça qu'on a monté les Restos du Rire, avec tous les humoristes, ça permet de mettre 15 000 €. Donc ici, pour 2025, je vais essayer de faire ça, donc justement, avec la ville de Bruxelles, pour que tous les Restos du Cœur donc de Belgique, dont un en plus en Flandre, qui s'est greffé donc cette année-ci, puissent en bénéficier. Parce que je me suis dit, si on sait faire une scène avec 900 personnes, on peut peut-être faire la même scène avec 12 000 personnes. Vous allez faire un stand-up? Mais on est en train de le préparer ici, évidemment. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en place, c'est ça qu'on fait. Nous, on s'aide, on s'entraide. on se connaît comme ça. On se connaît comme ça. Quand on se tient comme ça, on s'entraide. C'est votre nouvelle amoureuse? Je lui dis, chérie, je dis, ici j'ai un problème, j'ai des étudiants qui sont en train de mourir de faim. Elle me dit, écoute, c'est pas grave, on va appeler la baronne machin, et on nous envoie la des baronne cadeaux. Mais bien sûr, on en a 2. Alors, ils sont accueillis dans les châteaux? Non. C'est moi qui fais elles sont leviers, comme dirait notre ami, pour justement débloquer des marchandises et pour pouvoir nourrir. Parce que les étudiants, il faut savoir que les étudiants, on n'en parle pas trop, mais quand il y a eu la période du Covid, ils devaient travailler normalement dans les cafés ou servir, voilà, et ils se sont retrouvés sans rien. Moi, j'en ai retrouvé 2-3 qui se baladaient dans le parc pour trouver un petit peu des sous, quoi. Donc ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que Solidarité Grand Froid est intervenu pour plein de choses. Et donc, voilà, toutes les associations, les bénévoles se soutiennent. Ça, c'est très important. Et on soutient les agriculteurs aussi. Tu peux lui donner la main, chérie. Voilà, c'est la bonne conclusion. Voilà, mais c'est un débat intéressant, mais quand même, dans un monde comme le nôtre, qui est quand même prospère et quand même riche, c'est quand même dingue que pas mal de gens, et peut-être de plus en plus, ont des problèmes pour se nourrir. Et personne n'est à l'abri, je tiens à le dire. Toutes les personnes qui sont autour de cette table peuvent du jour au lendemain, une séparation, une dépression, pouf, Resto du Cœur ou ailleurs. Et j'en ai connu beaucoup dans le métro parisien qui étaient des profs. Voilà, vous avez un peu plombé l'ambiance, mais c'est pas grave. On vous souhaite quand même une excellente soirée, mais non, c'est pour rire. Merci en tout cas de votre participation à ce débat. Et ça se tient à demain. À demain, Pascal. Merci beaucoup.